Alors, ça se stabilise à 255. Bonjour à tous. Nous allons encore attendre 1 ou 2 minutes avant de démarrer ce webinaire. Alors, Alice, je suis connectée là. Est-ce que vous Ok, m'entendez? ouais, on t'entend. Bonjour Marion. Bonjour. Super Marion, bah, tant mieux. Alors, on a... Juste vu qu'on a des petits soucis techniques de présentation, je ne sais pas si Alice vous a tenu au courant. Je vais voir si le temps Pas qu'elle du tout, on commence à commence Marion. introduire, je charge. Tu vas essayer de mettre la messagerie sur ton J'aurai autre pas, ordi? j'aurai pas le temps. Je pense, je vais faire un test. Enfin, je présenterai peut-être autre chose. Je vais voir ce que j'arrive à faire dans le temps Ok, imparti. Voilà. ok. Merci Marion. Tu veux introduire Mélanie? T'attends un petit peu encore? Comment tu veux faire? Peut-être on va commencer là, 14h06. On a 271 personnes. Donc bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce second webinaire organisé par le groupe 1 sur les outils de préparation des entrées d'archivage numérique. Donc le premier a eu lieu la semaine dernière et concernait l'outil Archifiltre. Et donc cette semaine, nous allons avoir une présentation par l'équipe Vitam de l'outil Recip, également de préparation des entrées d'archivage numérique. Là où Archifiltre était plus un outil d'évaluation et d'exploration des archives que l'on souhaite archiver. Là, on va voir d'autres fonctionnalités. Voilà, et donc je vais laisser Alice et Marion de l'équipe Vitam se présenter. Merci Mélanie. Donc Alice Grippon, directrice de la diffusion et des partenariats du programme Vitam. Marion, tu veux? Alors, Marion, Marion a coupé son micro. Et Marion peut-être. Ville de l'équipe Vitam Expert également. fonctionnel. Ouais, expert fonctionnel sur l'équipe Vitam. Euh, Alors, comme vous l'aurez compris, on a quelques petits soucis avec l'ordinateur de Marion et sa connexion là, l'outil pour lequel elle veut faire des démonstrations. Donc, on va commencer, puis on va voir comment ça évolue. On en est désolé par avance. donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on fera des intermèdes pour y répondre si nécessaire. Donc, Ok, merci Mélanie. Ok. Alors, on est ravis d'être là pour parler de Recip parce qu'on s'est aperçu que l'histoire même de l'outil faisait qu'on n'en avait pas parlé tant que ça vers l'extérieur, alors que nous, c'est au cœur des travaux et de l'usage qu'on peut en faire au sein du programme Vitam. Alors, ça s'explique par son histoire parce qu'au départ, l'outil Recip est un outil interne à l'équipe. C'est-à-dire que les archivistes de l'équipe Vitam, depuis le début des développements en 2015-2016, devaient évidemment tester ces développements et qu'ils devaient les tester en faisant ces fameux paquets CEDA conformes de points, enfin voilà, et que le travail que ça demandait pour faire les tests qui correspondaient à des cas OK, des cas KO, des cas warning de différents types et de différents poids, par exemple, était évidemment très long, très fastidieux pour préparer ces jeux de tests. Donc, on bénéficiait quand même d'un terrain favorable avec des développeurs et, pour ne pas le citer, un directeur du programme, Jean Sévrin qui maîtrisait particulièrement ce genre de développement et qui ont pu proposer un générateur CEDA, au départ interne à l'équipe Vitam, pour industrialiser ces paquets, ces jeux de test.
Très vite, évidemment, quand l'équipe des archivistes de Vitam en parlait vers l'extérieur et vers les porteurs du programme Vitam, ils évoquaient cet outil et beaucoup s'en sont emparés et ont trouvé évidemment tout l'intérêt pour l'utiliser. Et ça a permis de finalement avoir un outil diffusé, mis à la disposition de tous, donc qui est téléchargeable directement sur le site du programme ou voilà, vous aurez les liens à la fin de la présentation qu'on mettra à disposition de tous et qui permet d'avoir tout le paquet de fichiers à exécuter et même des jeux de test si nécessaire par rapport à cet outil. Alors, son histoire fait que ça explique sans doute aussi un petit peu son interface, puisque l'enjeu a pour nous été vraiment de faciliter le fonctionnement en interne au programme Vitam et pas spécifiquement d'en faire un outil joli, je dirais. Alors pas que joli, mais même ergonomique et tout ça. Il va sans dire qu'il pourrait être amélioré, mais au niveau des fonctionnalités, le cœur est là et c'est bien ce qui nous convenait à l'époque. Donc, Recip, pourquoi faire? Alors là, sont listés quelques usages que peuvent être faits sur Recip et que Marion va illustrer après sur de la démonstration du cas pratique et vous montrer un petit peu en détail ce qu'il en est. Mais donc, on a développé de nombreuses fonctionnalités pour pouvoir aussi bien préparer préparer des paquets dans une vision SAE, mais finalement aussi faire des choses avec cet outil en direct sur vos ordinateurs, sur les serveurs, peut-être même sans avoir une vision SAE au final. C'est-à-dire que moi, de prime abord, je l'ai par exemple utilisé pour détecter et supprimer des objets vides. Et pourtant, j'avais pas de SAE en direct après. Mais moi, l'usage que je pouvais en avoir, par exemple, c'était voilà les fameux détection-suppression d'objets vides, de doublons évidemment aussi, même réorganiser l'arborescence, faire une recherche pour trouver un objet dans l'arborescence et le retrouver et en savoir plus également sur la composition du répertoire. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité de statistiques, d'analyse sur la taille, le format et le nombre de fichiers qui peut être aussi très utile. Voilà un petit peu pour ces premières fonctionnalités. Pour les autres fonctionnalités, évidemment, ce sont celles qui sont liées également à l'usage des paquets, enfin en CEDA 2.1, pardon, en visant un SAE. Donc préparer des SIP, générer un manifeste en CEDA 2.1, modifier et ajouter les métadonnées, vérifier que votre paquet est évidemment conforme au CEDA, et puis travailler, et on peut travailler pour cela à partir de plusieurs sources, aussi bien une arborescence bureautique qu'un SIP ou un DIP déjà constitué, d'une arborescence ZIP, d'un fichier CSV, et par exemple un fichier CSV fourni par Archifiltre, ou d'une messagerie électronique, ce qu'on se proposait d'ailleurs de faire là. Alors je surveille en même temps, j'en suis désolée, ce que me dit Marion. Voilà. Du coup, juste Alice, on peut peut-être préciser, donc un manifeste, c'est bien un bordereau de versement Oui, au pardon. format CEDA. Après, SIP, DIP, c'est les notions de Du OAIS, CEDA. de paquets à verser ou de paquets à restituer, paquets d'archives. Oui, c'est vrai que on n'a pas pris cette option de reprendre les termes, donc Submission Information Package en entrée et DIP, Dissemination Information Package en sortie. Voilà un petit peu. Merci Mélanie. Des usages qu'on a pu percevoir de Recip, puisque on essaye, même si c'est pour nous un outil utile au sein du programme Vitam, c'est vrai qu'au départ, il n'était pas perçu comme un outil fort de la communauté autour de Vitam. On a toutefois essayé d'en comprendre un peu les usages. On fait également des évolutions dessus. Je pense que Marion vous en parlera. Il y a des évolutions récentes sur Recip qui peuvent être intéressantes. Évidemment, de la correction de bugs. Et on a commencé à mobiliser une communauté autour de Recip sur ces usages en lien avec l'outil qu'on utilise qui est Osmose, une plateforme d'échange sur laquelle on a plusieurs groupes, dont un donc dédié à Recip. Donc d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à mettre votre intérêt pour intégrer cet espace d'échange Recip sur Osmose. Je pourrais après
faire l'ajout des personnes qui seraient intéressées. L'idée est bien de favoriser les échanges et l'entraide sur un outil pour lequel, comme on le disait, les usages peuvent être vraiment très divers entre une perspective SAE avec ou sans Vitam ou un usage au quotidien. Donc, de ce qu'on a pu percevoir pour Recip, les contextes où ça peut être utilisé, et c'est les archives nationales essentiellement qui nous ont donné ces pistes-là. Et alors, plusieurs usages pour la reprise de versements numériques tout d'abord. Pour échanger sur les aspects techniques lors de visites de préparation de versement ou même de contrôle scientifique et technique. Avoir Recip, sans doute qu'un peu comme Archivite, ça permet aussi d'avoir de montrer ce qu'il est attendu sur les aspects techniques. Alors évidemment au cœur pour vérifier ou préparer des SIP et à faire toutes les opérations nécessaires et conformes à nos exigences pour l'entrée en SAE. On a vu que les archives nationales l'utilisaient également pour former des archivistes et des étudiants au traitement des archives numériques dans le cadre de formation. Alors évidemment, pour la partie visualisation et échange sur l'organisation des données, sur l'organisation d'arborescence, la modification de ces organisations sur des serveurs, ça permet de visualiser les choses. Pour réaliser des jeux de test dans le cadre d'un projet de mise en œuvre de SAE et pour consulter des archives et y faire des recherches finalement dans ces paquets d'archives. Donc on retrouve un petit peu évidemment dans les usages, nous, les grandes fonctionnalités qui étaient prévues au départ. Marion, est-ce que tu peux prendre la suite? Où tu en es? Alors, j'en suis où je n'arrive pas à charger mon Java. Du coup, je pense que je vais te guider, ce qui sera pas plus mal parce que comme ça, vous aurez une utilisatrice qui ne manipule pas quotidiennement Recip. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te fournir un jeu de test, à moins que tu aies un SIP déjà. J'en ai. D'accord. J'ai les jeux de test de l'usine à bonbons. Ah, bah, parfait. Alors, désolé, j'avais prévu de vous faire une démonstration avec une superbe messagerie, mais mon ordinateur n'a pas aimé GoToWebinar. Du coup, je vais te demander juste pour le moment comment dire, de remontrer la slide que tu avais présentée. Pas de souci, je fais ça. Alors, le cas d'usage, c'était de préparer en utilisant Recip une messagerie. Là, on va préparer, ouvrir un SIP qui a déjà été, mettons, fourni par un service producteur de manière à faire quelques contrôles adéquats. J'essaierai d'élargir mon propos à d'autres éléments au cas d'usage de Recip que vous a montré Alice tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser Recip, c'est qu'il va y avoir quelques prérequis. Parce que l'idée, c'est de préparer un paquet d'archives conforme aux attentes chez nous du SAE Vitam. Et il faudra soit au moment de la manipulation de Recip, soit un petit peu en amont, récupérer des identifiants, l'identifiant du service producteur, du service versant, un contrat d'entrée qui sont des éléments obligatoires dans un paquet d'archives. Si on veut poser des règles de gestion, il faudra aussi regarder à récupérer dans le SAE les identifiants des règles de gestion qu'on souhaite utiliser dans notre paquet d'archives. Donc, Recip, comme vous l'avez souligné Alice, permet d'importer des choses, de traiter ces choses dans l'outil, dans l'interface, et après de les exporter sous un format CEDA. Donc, ce qu'on va faire avec Alice, c'est que déjà, elle va vous montrer comment ouvrir Recip sur son poste informatique. Donc, il s'agit d'un exécutable. Je te laisse le retrouver dans ton bureau. C'est un outil qui s'installe sur son navigateur. Donc, soit on a les droits d'administration et on l'installe directement en récupérant le code qui est disponible en ligne. On va double-cliquer sur, soit on demande à son admin technique de l'installer. Et on va cliquer pour l'ouvrir l'interface, on va cliquer sur ici.exe. Donc, c'est ce que fait Alice. Du coup, juste, on peut préciser que l'outil est téléchargeable sur le site internet de Vitam. C'est Oui. sur le site internet. Ouais. Pardon, alors j'essaye en même temps de faire les partages, j'en suis désolée. Oui, et il y a les liens à la fin de la présentation, vous aurez les liens du... Hop. Donc. Et il y a des gens dans le chat qui disaient qu'il faudrait parler un tout petit peu moins vite. D'accord. Ok. Alors,
Normalement, vous avez mon écran, c'est ça? Oui, on voit l'interface. Voilà, on voit en double l'interface. Donc voilà, là, c'est ouvert, Marion. C'est ouvert. Alors, on n'a rien fait pour le moment. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a une partie à gauche où on attend un arbre du SIP. On a deux parties à droite, unité d'archives et groupe d'objets. Donc, unité d'archives, ça va correspondre à des niveaux de description et groupe d'objets, on va avoir des informations liées aux fichiers numériques et à ces informations techniques. Donc, pour le moment, on n'a rien fait. Avant d'importer quoi que ce soit, on peut récupérer des choses qui ont déjà été préalablement utilisées dans Recip en cliquant sur Fichier en haut à gauche. Donc, si tu cliques dessus, on voit qu'on peut charger quelque chose. Donc, si on a préalablement travaillé déjà sur un SIP, on peut le retrouver en cliquant sur Charger. Si on veut nettoyer un petit peu son répertoire de travail dans Recip, on peut aussi nettoyer son travail. Et en cliquant sur Préférences, si tu peux le faire, Alice, on peut voir qu'on peut préparer déjà, systématiser finalement l'enregistrement de certaines informations dans les paquets, dans les répertoires bureautiques qu'on va importer dans Recip. Alice vous l'a souligné, nous on utilise Recip pour faire des tests. Du coup, on a des informations d'en-tête qui sont génériques. Donc, vous voyez qu'on a un identifiant du message, CIP-CEDA de test, commentaire avec des informations, un contrat d'entrée préformaté et pareil pour le service d'archivage et le service versant. Si par exemple, vous avez un service producteur qui vous a versé, moi je ne sais pas, 100 fichiers zip, ça peut être intéressant de cliquer sur Préférences et de renseigner le nom du service versant, du service producteur, votre service d'archives, de manière finalement à pas y revenir systématiquement pour les 100 zip qui vous a versé le service d'archives. Donc là, on est sur de l'automatisation d'informations, donc soit des métadonnées globales, donc l'identifiant du message et le contrat d'entrée, service d'archivage, service versant, qui sont des informations obligatoires dans un paquet conforme au CEDA. On peut rajouter d'autres informations aussi en cliquant sur l'onglet métadonnées globales étendues. Donc là, c'est de l'XML. C'est préformaté par défaut, bien sûr. Donc, soit on décide de tout enlever. Sur les listes de code, il est recommandé de laisser ça tel quel. Et après, si on veut rajouter des informations de gestion globale, par exemple le statut légal des archives ou encore des modalités d'acquisition, c'est ici que ça se passera. On a, bien sûr, là, c'est de l'XML. On peut aussi préformater les paramétrages d'import et d'export, ainsi que l'affichage de l'interface. Je vais passer rapidement dessus, donc si Alice, tu peux fermer la page. Nous, ce qui va nous importer, c'est d'importer quelque chose dans Recip. Donc, on voit en cliquant sur l'onglet Import qu'on a plusieurs possibilités. Juste Marion, Oui. donc là, à ce stade-là, il y a deux questions. Donc la première, donc je pense que tu viens d'y répondre, c'était de savoir si le Recip importe, tu télécharges vraiment les données. Oui. Dans le sens où est-ce qu'elles ne sont plus sur ton serveur, c'est ça? Non, non, Voilà, en fait, on travaille directement sur les données ou Recip fait une copie. non, Recip fait une copie. On peut travailler dans Recip, modifier des choses, enregistrer les modifications. C'est la copie qui est gérée par Recip qui est mise à jour. Ça ne détruit pas, bien sûr, le paquet d'archives qui peut se trouver encore quelque part sur ton ordinateur ou ton disque dur. Ok. Et donc la deuxième question, c'était est-ce qu'il est possible de préparer des paquets pour Azalae en toute conformité? Donc conformité à quoi, ça c'est la question. Et quels sont les prérequis? Alors, Recip est compatible avec du CEDA 2.1. Si vous êtes sur une des dernières versions d'Azalae qui maintenant, je crois, gère du 2.1, peut-être que c'est possible. Je ne sais pas du tout quels sont les attendus d'Azalae en termes de CEDA 2.1 en fait, parce qu'il y a toujours des petites subtilités. Vitalm a ses petites subtilités et j'imagine qu'Azalae a ses petites subtilités. Si on est sur du CEDA 1.0, malheureusement, Recip ne le gère pas. Donc oui, pour répondre à la question, a priori c'est possible. Par contre, sur la dernière version du CEDA, quoi. Oui, Sur la exactement. version d'Azalae utilisant la dernière version du CEDA. Ok, Exactement. voilà. Et pour Alors, l'instant, on n'a pas d'autres questions.
Merci beaucoup. Donc, si on revient sur l'onglet importer, je vais juste un petit peu commenter ce qu'on peut importer dans RICIP. Donc, une arborescence bureautique en appuyant sur importer depuis un répertoire, importer depuis un SIP. Donc, SIP, qu'est-ce que c'est? C'est un Submission Information Package au sens de l'OIS. Donc qui est formaté conformément à des attendus dans Vitam. C'est pour ça que je vous parlais de particularisme propre à Vitam. Nous, ce qu'on va attendre en termes de SIP, c'est un zip, un fichier zip qui va contenir un manifeste.xml avec un message CEDA archive transfert, donc CEDA 2.1. Et si on a des fichiers associés, un répertoire content qui va contenir des fichiers numériques. Donc ça, c'est les attendus de Vitam. On peut également importer un DIP. Donc DIP, qu'est-ce que c'est? C'est un Dissemination Information Package au sens de l'OIS. Donc là, c'est plutôt un paquet d'archives généré par un SAE à des fins de communication. Parce que RICIP sert à traiter des archives en vue de les verser dans un SAE qui utilise par exemple la solution Vitam, mais aussi de consulter des paquets d'archives issus d'un système, d'un SAE. Surtout si le DIP est technique, parce que RICIP attend un DIP qui est aussi un fichier zip avec un manifeste.xml, avec le message concernant la communication, je vais oublier son nom dans le CEDA. Et pareil, s'il y a des fichiers associés, un répertoire content. Ça peut ne pas être lisible pour un utilisateur lambda. Du coup, RICIP permet aussi, si on a une demande de communication d'un service producteur, d'utiliser RICIP pour pouvoir relire une arborescence bureautique fournie par son SAE. Autre élément, import depuis un zip. Finalement, le zip, c'est un fichier zip qu'on a zippé finalement une arborescence bureautique qui est un petit peu trop lourde. Et pour gagner du temps, on l'a zippé. On a aussi deux éléments qui permettent d'importer un fichier CSV avec éventuellement des fichiers associés pour le deuxième, importé depuis un CSV de métadonnées. Alors, la subtilité entre ces deux fonctions d'import CSV. La deuxième à ma préférence. Importer depuis un CSV d'arbre de classement, on va être sur de l'import d'un fichier CSV. CSV, c'est un tableur, un peu comme un Excel. Sans les éléments d'encodage ou de caractères fournis, qui peuvent être associés à de la bureautique, à des formats bureautiques de genre Excel. Donc sur le CSV d'arbre de positionnement, on va récupérer des informations qui vont être liées à des liens entre niveaux de description. On va récupérer des informations liées à une cote, un titre et une description. Point barre. Alors que sur le CSV de métadonnées, en plus de ces éléments-là, on pourra éventuellement avoir autant de colonnes qu'il y a de champs CEDA, voire aller au-delà, de manière à importer finalement un certain nombre d'informations descriptives qui sont liées au fichier numérique. Donc ça, c'est un CSV qui est assez intéressant, enfin, voilà, je préfère et à la limite, je recommande d'utilisation. Sur ce CSV de métadonnées, on peut associer bien sûr des fichiers bureautiques. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est importer depuis un conteneur courriel. En fait, on peut importer dans RICIP en utilisant une petite librairie qu'utilise RICIP qui s'appelle Mail Extract. On peut importer des messageries, des points PST, des points Mbox et des points EML. Donc les extraire et les afficher ces messageries sous forme arborescente directement dans RICIP. Du coup, Alice, je vais te laisser utiliser ce que tu souhaites montrer, soit peut-être ton bazar ambiant de bureau ou un SIP. Je te laisse choisir. Mais il n'y a pas de bazar ambiant dans mon bureau. Il y a une autre question, mais je pense que tu y as partiellement répondu, mais comment on prépare un manifeste, point d'interrogation, avec RICIP Alors, en fait, c'est RICIP qui vous le prépare et on exportera le manifeste.xml. Mais en fait, sans s'en rendre compte, le manifeste.xml, on va le travailler au moyen de l'interface. J'essaierai de répondre de manière un peu filée à cette question-là. Donc on voit que… Oui. Pour répondre, ça veut dire que on peut soit partir d'un paquet d'archives, enfin en gros en vrac sur un environnement, soit si on veut retraiter un paquet, comme tu l'expliquais,
on intègre un paquet qui a déjà été préparé, y compris avec Recip, pour le retravailler. En fait, soit on génère un nouveau paquet qui n'existait pas, soit on Ouais. retraite un paquet existant, que ce soit un DIP ou un SIP. Oui, C'est exactement, pour parce ça que que là, j'aurais pu prendre mon vrac d'ordinateur ou un fichier déjà après. c'est ça, exactement. En fait, ça dépend où on en est. Là, par exemple, Alice a donc importé quelque chose. On voit qu'au milieu, on a une popine qui nous dit, grosso modo, comment s'est passée l'opération. Donc là, on voit que c'est, Dieu merci, en succès. Le temps que ça a pris et le nombre d'unités archivistiques, de groupes d'objets techniques et de fichiers numériques qui ont été chargés dans Recip. Alors, je vais juste faire un petit aparté sur des éléments de vocabulaire. Donc, archive unit, c'est des unités archivistiques, ça correspond à des niveaux de description. Vous prenez vos instruments de recherche, niveau de description égale unité archivistique. C'est là où on va retrouver des informations liées à la communicabilité des archives, mais également les métadonnées descriptives. Donc, tout ce qui est description, titre, historique de conservation, etc. Les groupes d'objets techniques, on va y revenir après, peuvent contenir plusieurs fichiers numériques. Et on a les binary data objects qui correspondent à des fichiers numériques. Donc là, on voit qu'Alice nous en a chargé à peu près une centaine. On reviendra dessus. Donc tu peux fermer la popine. Du coup, pour un petit peu répondre à la question aussi, pour voir un petit peu ce qu'on a chargé, on peut aller déjà dans l'onglet. Oui, merci. Donc, du coup, ce qu'on voit, c'est que la partie latérale gauche, on a une arborescence que l'on peut dérouler. En cliquant, par exemple, sur Recettes bonbons, on voit que on a à droite unité d'archives qui s'affiche, donc avec des informations incrémentées automatiquement par ICIP. Donc, on avait le nom d'un répertoire recettes bonbons qui a été chargé et un niveau de description qui a été incrémenté automatiquement. Voilà, si tu vas un peu plus bas, histoire de nous trouver une unité d'archive avec un objet, donc, on peut descendre encore plus bas, voilà. Et là, si tu cliques sur recette calisson, peut-être. Oui, non, oui, ça, c'est très bien aussi. Donc, recette calisson, on voit qu'on est sur un niveau de description. Donc, recette calisson.edt qui est de niveau item, c'est-à-dire de niveau pièce. Et on voit que là, on a un objet numérique associé. Donc, si tu cliques en dessous sur le petit, voilà, le petit chevron, on va avoir affiché les informations techniques qui ont été récupérées par ICIP de manière automatique. Donc, on voit qu'il a récupéré le nom du fichier, sa taille, son empreinte, très important, et ainsi que logiquement, on a aussi son format, ses identifications de format. Si tu cliques sur le chevron au niveau de format, voilà. Il faut savoir que Recip utilise l'outil Droid qui permet d'identifier les formats. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais de groupes d'objets techniques. On peut avoir, dans certains cas, un même objet qui est représenté de manière différente. Prenez par exemple une numérisation. On va avoir une version haute def et une version basse def. Excusez-moi, haute définition, basse définition. Du coup, c'est le même objet, mais qui va être couvert par deux fichiers différents avec un poids différent et des paramètres techniques différents. Du coup, ça va représenter une même unité archivistique, un même groupe d'objets techniques, mais on aura une version qui sera qualifiée d'original numérique. Donc là, c'est binary master underscore 1 au niveau de version. Et on pourrait très bien avoir une version de diffusion donc typé dissemination. Là, je vous l'explique juste, hein, dissemination underscore 1 avec la version JPEG de basse définition. Donc, le groupe d'objets techniques, c'est un petit peu subtil. Néanmoins, ça permet voilà, de regrouper plusieurs éléments. Le contenu est identique, mais le format diffère. Alors, où est-ce que j'en suis sur ce qu'il fallait que je vous montre, ce que Alice doit vous montrer. Donc, l'import, c'est fait. Alors, on a une arborescence bureautique. On va vouloir la traiter avant de la verser dans un SAE. Donc, tout va se passer dans l'onglet traiter. On va pouvoir faire plusieurs actions différentes. Donc, des actions d'abord un petit peu on va dire un petit peu techniques. On va vérifier si dans dans l'arborescence bureautique qu'on a chargée dans Recip, on a des fichiers vides.
Et pour ce faire, on peut cliquer sur nettoyer les inutiles, qui permet de voir si dans ce qu'on affiche, on a des fichiers vides, c'est-à-dire qui sont égales à 0 octet. Donc, on clique sur la petite, en effet, sur la petite loupe pour voir s'il y en a dans le versement. Là, on voit qu'on n'en a pas. On peut aussi vérifier, parce qu'on n'a pas envie de les récupérer, c'est supprimer les unités archivistiques, donc des niveaux de description qui n'ont pas d'objet. On peut avoir dans les arborescences bureautiques, parfois un service producteur a préparé des emplacements pour mettre des dossiers et en fait, il n'a jamais rempli. Peut-être que vous n'avez pas envie de les voir dans votre SAE, du coup, on pourrait les supprimer. Donc, toujours en cliquant sur la petite loupe, on voit qu'on n'en a aucun. Si on en avait eu, RICIP nous aurait proposé directement, nous l'aurait affiché dans l'arborescence et nous aurait mené directement sur l'unité archivistique qu'on souhaiterait supprimer. Marion, est-ce que tu sais si dans les fichiers de test par rapport à RICIP, parce que je peux importer autre chose dans ce cas-là, parce qu'il y avait peut-être un fichier de test qui était plus... Non. Non, malheureusement, ils sont très propres. Du coup, ce qu'on peut voir en option, et désolé, hein, vraiment, on voit qu'on peut soit nettoyer, mettons que RICIP nous en ait trouvé 100, soit on s'amuse, on nettoie tout directement, soit on nettoie la sélection, c'est-à-dire un par un, ce qui est quand même un peu plus recommandé de manière à voir ce qu'on supprime. D'accord ? Du coup, tu peux décliquer la petite coche. Après ça, on va essayer de voir si on a des fichiers, pareil, qu'on ne veut pas importer parce que ce sont des exécutables ou des fichiers temporaires. Et pour ce faire, on va utiliser les statistiques. Donc, voir les statistiques, où on voit qu'on a une prévisualisation statistique de ce que contient l'arborescence bureautique. Donc, tout à l'heure, je vous ai signalé qu'on avait 98 objets, donc fichiers numériques. On voit qu'on en a 90 de type texte, 6 de type tableur et autres. J'en ai deux et je ne sais pas ce que c'est. Du coup, en double-cliquant sur la ligne autre, il me semble que je peux accéder à une recherche sur les objets numériques et directement, on voit que RICIP m'affiche AE exclure.odg. Donc, on a une unité archivistique, une proposition déjà de choses. Donc, je vois que c'est ODG. Je ne sais pas pourquoi il me l'a pas identifié. Si ça avait été un fichier exécutable ou RTF, je ne sais plus ce que c'est non plus. Si ça avait été un fichier temporaire ou un fichier, un exécutable, je pourrais avoir envie de le supprimer. Là, je vois que c'est quand même des formats à conserver. Du coup, je ne vais rien en faire. Si tu peux retourner sur voir les statistiques, juste pour que je refasse un petit tour. Du coup, parce qu'on voit que vous avez une ligne exécutable et une ligne, il me semble, fichier compressé. Aussi, sur les fichiers compressés, on aurait voulu peut-être des IP si tant est que j'en avais eu. Voir les statistiques, donc c'est détournement de la fonctionnalité telle qu'on vous la montre. Bien sûr, ça vous permet aussi d'avoir des éléments de reporting auprès de votre service producteur en lui disant « Attention, vous voulez me verser une centaine de fichiers, tant de type texte, tant de type tableur, bien sûr. D'accord ? C'est des éléments statistiques aussi à des visées de reporting ou de savoir ce que vous allez collecter au moment du traitement. Marion, alors il y a 2 questions sur les messageries. Donc je ne sais pas si tu souhaites y répondre maintenant ou je peux te les lire. Donc la première, c'est en ce qui concerne les messageries, qu'en est-il des liens et des documents joints? Et la seconde, concernant les messageries, est-il possible de retrouver l'arborescence créée par le service producteur et générer un SIP exploitable une fois dans le SAE? Oui, alors pour les messageries, donc je vais répondre déjà à la deuxième question et je pense que tu me répondras à la première. En effet, quand on importe une messagerie dans RICIP, si le service producteur, donc l'agent producteur, a généré une arborescence bureautique, enfin une arborescence de ces mails, en effet, on va la retrouver. En sachant que RICIP propose une extraction, va créer des niveaux de description intermédiaires. Un pour signaler qu'il s'agit des messages envoyés, un autre pour les messages en brouillon et un autre pour la poubelle.
On peut aussi paramétrer des exports sous forme CSV de la liste des messages également. Sous forme CSV aussi l'agenda et la liste des contacts également. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Et bien sûr, si on ne veut pas récupérer ces informations-là, soit on supprime des éléments, par exemple peut-être la poubelle du service producteur dans la messagerie, on ne la veut pas. Et après, on peut exporter la messagerie sous forme de SIP. Et du coup, l'arborescence sera enregistrée sous forme XML par RICIP. Par contre, c'est un petit peu lourd, enfin c'est un petit peu gros, mais c'est tout à fait faisable. Et la première question, Mélanie, j'ai un petit peu oublié. La première question, je sais pas. La première question, c'était les liens et documents joints dans une messagerie. En gros, je pense que la question, c'est est-ce que quand tu génères ton paquet avec Recip, ça garde ou qu'est-ce que ça fait des liens et des documents joints? Oui. Alors là, pareil, c'est paramétrable. Par défaut, bien sûr, s'il y a une pièce jointe associée à un message, en fait, on aura un groupe d'objets techniques associés. En sachant que c'est paramétrable, Recip propose également, ouais, non, je raconte des bêtises, on peut récupérer le message, les informations du message de manière un petit peu tronquée dans l'unité d'archive, donc en tant que métadonnées descriptives, par exemple son titre et sa description de tête. Si on veut récupérer le message un petit peu dans son intégralité, on peut paramétrer Recip de manière à le récupérer l'ensemble du message sous forme de fichier .eml, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors peut-être juste avant de passer à la suite, il y a 2 ou 3 questions encore sur cette partie-là. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Recip pour simplement préparer et nettoyer un lot, c'est-à-dire enlever les doublons, les fichiers vides et autres, et ensuite utiliser autre chose pour faire ton SIP en CEDA 1.0, puisqu'on disait que Recip fait des SIP en CEDA 2.1. Oui, c'est possible. En fait, je vous montrerai un petit peu ce qui est possible d'export. Néanmoins, il faut voir si l'autre outil pour préparer le SIP en CEDA 1.0 est compatible avec des exports de Recip. Je vous les présenterai après les exports de Recip, mais on peut exporter du CSV ou du XML CEDA 2.1. Donc le XML CEDA 2.1, il faut qu'on ait cette contrainte-là dans l'autre outil que vous voulez utiliser. Mais en effet, on peut utiliser, pour rien vous cacher, je pense qu'on peut très bien utiliser je ne sais pas ce qu'on vous présente dans le cadre de cette série de webinaires, mais on peut très bien combiner Archifiltre, Recip et peut-être Octave. Ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Donc pour le dédoublonnage, c'était le bullet point suivant. Donc du coup, si tu fermes cette page-là, je vais vous présenter un peu ce qu'on peut faire. Enfin plutôt, ça vous montrer. Il y avait 2 autres questions. Est-ce que Recip détecte les fichiers corrompus et illisibles par rapport à ta liste que tu avais là? Je pense que oui, parce que je pense que si on reprend sur les statistiques, donc les fichiers corrompus, je pense qu'à minima, c'est ceux qui ne reconnaît pas. Donc c'est pas tant Recip, c'est ce que Droid n'identifie pas. Donc des formats inconnus au bataillon, en sachant que Droid utilise le référentiel des formats pronoms. Donc c'est pas tant les formats corrompus. En tout cas, c'est des choses qui n'arrivent pas à identifier. Donc, à nous de voir si sur cet élément-là, la dernière ligne, il y a des formats non connus, à nous de voir de quoi il s'agit. Et pareil, après, il y a les fichiers, ce qu'on vous a montré précédemment, les fichiers avec 0 kilooctet. C'est potentiellement des fichiers, soit ils étaient déjà à 0 kilooctet dans l'arborescence bureautique récupérée de l'agent. Et après, je pense qu'il doit y avoir aussi les fichiers temporaires aussi, du coup, qui n'ont pas forcément grand-chose parce qu'ils ne sont pas totalement chargés. Et donc, dernière question, est-ce qu'il y a une limite de poids pour les données que tu importes? Alors moi, j'en connais pas. En fait, il faut être patient. La messagerie que je voulais vous montrer, il me faut 4 heures pour la charger. Donc, c'était pas possible de vous la montrer en 5 minutes. Il me faut 4 heures. Et elle faisait 1,65 gigas. Je crois que Recip est un peu plus, comment dire, un peu plus stable que Octave ou Archifiltre pour gérer l'import de gros volumes. Il faut juste être un peu patient. Et donc,
pour importer, c'est la dernière question, comment tu importes une messagerie? Tu fais un export depuis ta messagerie, par exemple en EML, et tu importes, Oui, dans Recip comme n'importe quel paquet. oui, exactement. C'est un fichier .pst en fait, ou un fichier .eml. Ok, voilà, plus de questions, sauf celles que tu allais traiter sur le point suivant. Ouais, sur les doublons. Les doublons, je crois. Voilà, exactement. Du coup, on voit qu'on a la possibilité de rechercher. Alice est plus rapide que moi, tu vois, tu maîtrises bien. Du coup, en cliquant toujours sur, c'est toujours les mêmes icônes hein, de toute façon. En cliquant sur la petite colonne, on voit que Recip, ah ben, tu vois, on a des doublons en plus. Nous a trouvé des doublons. Donc, soit des doublons par rapport à un nom de fichier ou son empreinte, ou par rapport à la métadonnées si on a dans les groupes d'objets techniques la description d'objets physiques. Ce qui est tout à fait possible en CEDA 2.0 et 2.1. Et du coup, si on veut les traiter pareil en double-cliquant sur la première ligne, si on veut voir d'abord de quoi il s'agit avant de faire quoi que ce soit, on voit que Recip va nous afficher les éléments en doublon. Et si on veut les fusionner, je ne sais plus comment on fait. Il me semble, ah bah si, c'est en bas de la page. On peut fusionner soit ligne à ligne, soit fusionner les doublons, c'est-à-dire la totalité de ce que Recip nous a trouvé. Qu'est-ce qu'il va faire dans ces cas-là? Quand on est sur du doublon d'objets binaires, de fichiers numériques, en fait, il va nous en garder un. Et en fait, en XML derrière, il va juste dire ben, l'autre unité archivistique, elle est liée à l'objet binaire qui est référencé par la première unité archivistique. J'espère que donc le lien virtuellement est conservé via les métadonnées descriptives. Mais néanmoins, ça permet, en supprimant des doublons, de faire de la place, on va dire, et de gagner en volume de données et de réduire le paquet d'archives. Donc, on va fusionner la ligne, la première. Hop. Donc, on voit qu'on a déjà un groupe d'objets maintenant qui a 1. On n'a plus qu'un seul groupe d'objets. Et du coup, on a juste le lien virtuel qui est fait dans une autre unité archivistique. Hop, je pense qu'on peut fermer et passer à la suite. Donc ça, c'était la partie, on va dire, un petit peu technique, entre guillemets. Ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'enrichir les informations, tant dans l'arborescence, finalement, comme si on rédigeait, on préparait son instrument de recherche, si je puis dire, si je peux faire le parallèle, parce que c'est pas tout à fait ça. Traiter, en tout cas, supprimer des informations et ne conserver que ce qu'on souhaite conserver dans le SAE. Donc là, ce qu'on affiche dans Recip, je pense que tu peux fermer cette petite popine là pour traiter. On va d'abord, si on ne l'a pas fait en amont, c'est rajouter des informations d'en-tête. Donc cette fois-ci, ça ne va pas se passer dans Fichier, mais dans l'onglet Contexte. En cliquant sur Contexte et voir, c'est éditer les informations d'export. Donc là, contrairement à ce qu'on vous a montré vraiment en début de manipulation de Recip, là, on est sur des informations d'en-tête qui sont propres à l'arborescence bureautique qui s'affiche sur l'écran. Si je rechargeais une autre arborescence, j'aurais pas forcément les mêmes informations. Du coup, là, on a des informations renseignées par défaut. Donc du coup, sur l'identifiant du message, on pourrait très bien mettre une cote archive ou un identifiant du message un petit peu alphanumérique. Donc par exemple, si notre SAE attend un identifiant du message, par exemple SIP suivi de 5, 0 et 1, par exemple, on est sur un système de cotation. En commentaire, on va mettre qu'il s'agit des archives de l'usine de bonbons pour l'année 2020. Je vais pas vérifier l'année, mais du coup, on va mettre ça. L'identifiant du contrat d'entrée, c'est pas Archival Agreement 0, mais c'est par exemple IC01. Le service d'archivage, c'est par exemple Archives nationales, donc on va mettre AN. Oui, AN. Et le service versant, il s'agit de l'usine de bonbons. Logiquement, on met des identifiants. Et si c'est les seules informations qu'on souhaite mettre, on va cliquer sur OK pour enregistrer les informations. Alors, ensuite, ce qu'on souhaite faire,
c'est de revoir la cohérence de la structure de l'arborescence. Donc là, on va s'accrocher. C'est des choses que je fais pas régulièrement. J'espère qu'Alice le fait mieux que moi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, l'arborescence n'est pas très propre. On souhaite faire des créations de nouveaux niveaux de description. Donc, par exemple, sous fonctionnement usine de bonbons, je veux rajouter un niveau, une unité archivistique, par exemple. Donc, je clique sur fonctionnement usine bonbons. Je clique droit. Tu vas y arriver. Voilà. Et je peux ajouter directement une sous-unité archivistique. Donc, clique dessus. C'est juste pour le… Voilà. Et après, tu cliques sur nouvelle unité archivistique si tu veux rajouter des informations. On ne va pas le faire. On a fait une bêtise. On veut supprimer cette unité archivistique. Et du coup, dans ces cas-là, ça se passe sur le clavier. Il faut donc bien sûr sélectionner Nouvelle Archive Unit et cliquer sur le bouton Supr de son clavier. Voilà. On vérifie d'abord si c'est bien ce qu'on veut faire. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est déplacer des informations si tant est qu'on veut revoir l'arborescence. Alors, comment ça se passe? Prends peut-être recette calisson, comme ça on fait des bêtises sans trop en faire. Il faut cliquer sur l'unité archivistique qu'on veut déplacer et ensuite, toujours en gardant le clic sur la souris, je vais déplacer recette calisson sous recette berlingot ou sous distribution. Tu fais ce que tu veux. Voilà, on voit que on a une sous-unité recette calisson. Bien sûr, si on veut pas le faire, enfin si on veut le redéfaire, on redéplace l'unité archivistique. Donc on peut ajouter, supprimer ou déplacer des unités archivistiques. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter des informations au niveau des unités archivistiques. Donc si on sélectionne fonctionnement usine bonbon, par exemple, on va vouloir ajouter des informations propres à ce paquet. Du coup, comment ça se passe? Si je veux rajouter une description, les 3 petits points, en effet, permettent de rajouter des informations. Donc là, on voit qu'en survolant ou en cliquant sur les 3 petits points, on a l'ensemble des informations, des métadonnées attendues par le CEDA, traduites en français. Du coup, moi, je vais rajouter une description. Donc, on va cliquer sur description. Voilà, et on voit qu'on a description qui se rajoute. Et tu peux mettre peut-être description test. Je veux rajouter une autre description parce que c'est un champ répétable. Et je vais cliquer, je rajoute une description. Oui, tu peux le faire comme ça, Alice, mais il y a un autre moyen où tu peux cliquer sur le petit plus pour en rajouter une autre. Voilà. Je ne veux pas avoir 3 descriptions, je clique sur le petit moins. D'accord? Là, je n'ai rien sauvegardé. Attention, je passe sur une autre unité archivistique. Mes ajouts ne vont pas être sauvegardés. Donc, il faut penser régulièrement à sauver l'unité archivistique juste en bas à droite de l'onglet Unité d'archives. Alors, on a ajouté une description. On pourrait très bien rajouter un tag si on le souhaitait. On veut rajouter des règles de gestion. Alors, les règles de gestion, non, ce n'est pas ici. C'est au niveau de ID10. On a 3 petits points au niveau de l'unité archivistique. Et on peut rajouter à ce niveau-là soit un profil d'unité archivistique, soit pour gestion des règles de gestion. Donc, on va cliquer sur gestion. Voilà. Et par défaut, RICIP nous propose de rajouter des règles une DUA et des règles de communicabilité. On va s'en arrêter là, je pense. Du coup, Alice, pour ID règles, oui, on peut rajouter aussi au niveau de gestion, en effet, d'autres informations. D'autres catégories de règles de gestion proposées par le CEDA. Et donc, nous, on va rajouter juste une DUA avec un identifiant qu'on va créer comme ça sous vos yeux ébahis. Donc, DUA-1, par exemple. On a fait fort. Voilà. Et une date de début, par exemple aujourd'hui. Voilà, 1er juin. Et l'action finale, donc pour une DUA, l'action finale, c'est keep ou destroy. Donc là, par contre, il faut le connaître. Donc, tu vas me mettre keep. Voilà. Je crois que c'est avec un K majuscule, mais c'est pas grave. Et du coup, on ne veut pas rajouter, ouais, c'est subtil, hein. Et on ne veut pas rajouter de règles de communicabilité, donc on va cliquer sur le petit moins. Et toujours, on sauvegarde son unité archivistique. Si on ne veut pas sauvegarder nos bêtises, on peut aussi recharger l'unité archivistique. Comme ça, on revient à l'état antérieur. Bon, là, l'état antérieur, on a sauvegardé, du coup, ça va rester tel quel. Du coup, vous voyez qu'on peut rajouter des informations et en supprimer si on le souhaite.
Voilà, je suis en train de regarder un petit peu ce que j'avais prévu de vous montrer. Ok. Ce qu'on peut aussi faire, donc toujours en vue de traiter son arborescence, c'est de vérifier aussi les informations qu'on a récupérées à l'import. Notamment à vérifier qu'on n'importe pas dans notre arborescence bureautique des dossiers personnels ou des choses avec des caractères interdits. Donc pour ce faire, on va utiliser la recherche dans les métadonnées descriptives. Donc dans traiter, chercher des unités archivistiques et tout bêtement, il faut se faire une petite liste de mots-clés. Donc par exemple, pour les dossiers personnels, perso, personnel et j'en passe. Là, on voit qu'on a 0. Ah si, il y en a un de résultat. Oui, il y a personnel. Bon, là, je pense que c'est des dossiers RH. Donc on est sur Oui, il y a un dossier, voilà, c'est ça. mais on pourrait très bien dire, là, c'est du perso, je supprime cette arborescence-là. Bon, là, on voit que c'est vraiment de l'administratif. Et pour les caractères interdits, c'est par exemple les dollars, les dièses, comment dire, j'oublie, les pourcentages, etc. Pareil, on peut rechercher. Donc, il faut se faire sa petite liste de termes à vérifier si on veut, comment dire, nettoyer et rendre propre son arborescence bureautique. D'accord ? Donc là, c'est un détournement de fonctionnalité, chercher des unités archivistiques. Je peux utiliser cette fonctionnalité-là aussi si, par exemple, j'ai récupéré un DIP, donc un Dissemination Information Package, et que je veux faire une recherche d'archives suite à une communication administrative. D'accord Peut-être qu'on peut répondre à quelques questions Oui. à ce stade. Alors, il y en a qui concernent un peu la partie d'avant. Sur ce que tu viens de présenter, je pense qu'il faut préciser, il y a des questions de vocabulaire sur alors, le contrat d'entrée et le contrat de service, point d'interrogation. Et existait-il une bibliothèque des ID, règles, actions finales, etc. Donc là, il y a peut-être des précisions ou des explicitations à donner. Alors, sur le contrat d'entrée, ce que je vous ai dit, que c'était un prérequis en fait donc nous quand on utilise Vitam, c'est que c'est un référentiel à part entière dans le SAE Vitam en fait. Du coup, au préalable, on a récupéré un identifiant, enfin on a créé son contrat d'entrée. Ça peut correspondre peu ou prou à un contrat de service, quoique ça te permet de dire un petit peu ce qui est autorisé, en tout cas ce qu'autorise le service d'archivage. En entrée de son système. Il peut par exemple dire dans le contrat, en tout cas, dans Vitam, c'est interdire certains formats, notamment les formats inconnus, si on veut que le paquet d'archives ne contienne que des choses identifiées. Du coup, c'est un champ du CEDA qui est obligatoire en fait. Donc nous, dans Vitam, ça correspond à un référentiel dans Vitam. Sur Azalae, je ne sais pas. Je pense que ça correspond à un contrat de service aussi dans Azalae. Du coup, il faut le positionner en tout cas. Et du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, c'était aussi la question que je me posais. Là, tu as montré des façons d'enrichir les SIP, mais tu peux aussi tout simplement importer ton lot d'archives et générer ton SIP à minima. Tu as juste quelques champs obligatoires que tu dois remplir, quoi. Exactement. Et le contrat d'entrée en fait partie, en fait. C'est pareil que pour les acteurs au sens CEDA, service d'archives, service versant, c'est des éléments identifiants du message, sont des éléments obligatoires. Le reste étant facultatif Et ils sont dans signalés? les informations d'en-tête. Dans RICIP, elles ne sont pas signalées. En général, elles sont un petit peu auto-incrémentées. D'accord. Ok, il y a une autre question qui est, est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs unités d'archives et ajouter les métadonnées en lot? Non. Non, actuellement, non, c'est vraiment unitairement. Si vous voulez faire par lot, ça se fera d'une autre manière, je pense. Mais tu peux rajouter des métadonnées au niveau haut quand même ou pas? Oui, mais ce que je veux dire, c'est par exemple si tu veux rajouter alors je ne sais pas si la question c'est rajouter par exemple un mot-clé, je sais pas moi, fond d'usine sur toutes les unités archivistiques, tu peux pas le faire euh, parce qu'on ne peut pas sélectionner plusieurs unités archivistiques pour faire une action, la même action pour ça, enfin, pour ajouter une métadonnée. Ça, c'est pas possible.
Enfin, moi, je l'ai jamais fait en tout cas. La seule chose qu'on peut faire, et ça c'est parce que c'est le CEDA qui le permet, c'est que la règle de gestion qu'on a mis en tête dans le fonctionnement usine bonbon, en fait, on l'a mis à ce niveau-là. Et de facto, les unités archivistiques en dessous, donc approvisionnement sucre, distribution, exploitation, en hériteront. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de déclarer cette DUA. Euh, Parce que ça sera, enfin en tout cas Vitam, le SAE, la diffuse dans les unités archivistiques enfants. Je pense que ça répond à une partie, enfin, une partie de la question. Alors, ça je l'ai dit. Non, bah, je pense que je les ai à peu près toutes posées. Alors si, il y a deux questions sur l'IHM quand même. Donc il y en a une qui dit l'interface RECIP, celle-ci évoluera-t-elle à l'avenir? Elle est assez complexe et plutôt axée informaticien. Ça, c'est la première remarque. C'est une façon de dire, c'est pas très bon. Si vous voulez, je peux vous Mais c'est montrer pas les très beau, mais étapes en si moi j'y XML. arrive, j'estime que. Non, non, Attendez, si Alice y arrive, c'est jouable, non? Non, mais oui, Marion, on je peut pense donner des. Non, non, mais je sais. non, mais ce que qu'il faut tu peux bien. Non, faire, Alice, c'est cliquer sur le petit bouton d'interrogation, la petite, non, et non, c'est méchant, déclic sur éditeur non, on va structuré. pas le faire. Non, Non, mais par justement, on va pas le contre, faire, non, Marion. ce qu'il faut bien dire, c'est que sinon, c'est un. Enfin, aujourd'hui, générer un bordereau de versement, donc un manifeste, sinon, c'est manuellement en XML dans une feuille de style, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, Oui, en effet. Donc là, c'est ça a une méthode. l'avantage. Alors, Oui. Vas-y, Alice. vas-y, Marion. Ben non, mais moi, c'est pour l'avenir. Je voulais Non, oui, bien sûr, il y parler a de ça. l'avenir de Recip. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, cet éditeur-là, il nous présentait les informations sous forme XML. Donc, si on déclique sur éditeur structuré, l'interface que vous voyez, notamment pour unité d'archives, voilà, ça, c'est ça. Donc, du coup, pour nous, c'est déjà une grande plus-value. Et après, bien sûr, ça n'empêche pas de devoir connaître un peu son CEDA pour savoir les informations qu'on souhaite rajouter. Donc, vas-y, enlève ça tout de suite et je te laisse passer. Et Alors, donc, pour justement, information, Recip, on est bien d'accord hein, sur que c'est pas destiné à être un produit grand public. Si en plus vous avez vu Archifiltre avant, enfin évidemment quoi. Après, comme on dit, ça fait le job et ça le fait. Nous, on trouve plutôt bien par rapport aux besoins surtout. Il n'empêche que dans les projets du programme Vitam, vous avez peut-être entendu parler du défi, c'est d'accord. Donc il y a un défi EIG, DJIG qui sur 10 mois s'est intéressé justement au CEDA et a en gros facilité la collecte d'archives bureautiques. Et l'idée de ce défi, c'est un petit peu de fournir un outil qui permette aux services versants de s'autonomiser et de reprendre en main toute cette préparation des versements, qui normalement est quand même plutôt de leur fait que de celui de l'archiviste. Mais on est bien d'accord que si l'archiviste, on trouve déjà ça bien moche, Recip, imaginez pour les services versants. Et donc là, en 10 mois, l'idée était de proposer, alors il y a un parcours service versant, un parcours archiviste, de manière à faire dialoguer ces acteurs-là et à faciliter la manipulation de données parfois très volumineuses avec un espace de dialogue, la préparation et dedans, ça embarquera ce qu'on appelle nous la moulinette Recip et donc toute cette préparation qui deviendra, on espère, de plus en plus transparente une fois que le service versant aura fait de la contextualisation de son versement. Et donc là, au bout des 10 mois, ça s'achève fin juin. On a un prototype, en gros, on a un POC qu'on va industrialiser, c'est-à-dire intégrer à nos outils. Mais donc, nos outils, c'est les outils Vitam. Donc, pour l'instant, il n'est pas prévu que ça soit accessible très largement parce que ça pose plein de questions de maintenance et de vie dans le temps de ces outils-là. Mais voilà, donc on y réfléchit. On va essayer de proposer des choses qui servent au maximum de personnes. Et j'en profite, le 9 juin pour la Journée internationale des archives, on présente le défi C'est d'accord, entre autres. On présente le défi C'est d'accord, les objectifs, comment ils ont travaillé et à quoi ils aboutissent, avec déjà une liste même, déjà maintenant, alors que c'est à peine fini, de choses à améliorer. Voilà. Donc il y a Recip va avoir un avenir. Voilà. On continue de travailler dessus, même si là, ça rend déjà service. alors, du coup, il y a une personne Marion. qui dit quand même que personnellement, l'interface lui va bien, qu'elle est sobre et efficace. Et ça, elle est sobre, oui.
Oui, et l'avantage, c'est qu'on peut le télécharger sur son ordinateur, son poste de Oui. travail, alors que sur Cédacor, ça sera pas forcément possible parce qu'on est sur du navigateur web, en fait, tout simplement. Du coup, je vais poursuivre. Je crois que j'ai pas Non, répondu totalement à une question. Ouais, juste, il y a une vas-y. dernière question sur ces points-là, sur l'IHM. Existe-t-il une interface en ligne de commande pour travailler directement avec les SIP? Alors, je pense que oui, parce qu'en fait, Oui, RISC est adossé à Cédalib, qui est une librairie Java, qui est totalement appelable directement, en fait. vous l'avez dans la doc. Ouais. Marion, dans la documentation RECIP, vous aurez le lien à la fin sur la dernière slide du support et je peux essayer de voir là tout à l'heure pour vous le mettre dans le chat. Il y a vraiment, et dans la documentation, il y a les différentes lignes de commande possibles qui sont listées. Oui, Voilà, parce donc oui, c'est qu'avant possible. avant cette interface-là, en fait, il y avait une librairie Java, en fait, tout simplement pour automatiser des choses. Voilà. Du coup, je vais poursuivre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Donc là, on a travaillé un petit peu, on a fait joujou sur notre arborescence. Il reste deux éléments à voir, je crois, dans la liste de courses, dans le bouton traiter. Alors, ce qu'on n'a pas fait, si on avait eu, alors qu'est-ce que je vous ai pas montré? Euh, on peut vérifier la conformité CEDA 2 points. Ce qui peut être intéressant parce que comme ça, c'est bon, c'est validé. On voit que notre arborescence, on n'a pas fait de bêtises en jouant dans RICIP. Ça permet d'éviter les erreurs quand on va importer son paquet d'archives dans le SAE. Donc, c'est des petites vérifications qui sont anodines, mais néanmoins très intéressantes à faire. Il faut savoir que sur les versions du CEDA 2, on peut étendre le CEDA. Du coup, si on veut interdire à ses utilisateurs de le faire, mais que dans RICIP, ils le font, s'ils avaient rajouté un petit champ Toto, en fait, cette vérification CEDA 2.1 leur aurait signalé. Autre chose aussi, si tu fermes cette popine et reviens sur traiter, on aurait pu aussi associer à cette arborescence un profil au format CEDA 2.1, donc un profil XSD ou RNG. Et là, pareil, on aurait pu retrouver, ici sur cette page-là, retrouver le lien vers là où est rangé le fichier XSD ou RNG et vérifier la conformité du paquet sur lequel on a travaillé par rapport à ce profil d'archivage. L'autre option, régénérer les idées continues. Alors ça, c'est quelque chose que je maîtrise moins. Néanmoins, je sais qu'il y a pas mal de services d'archives qui utilisent RICIP qui le font. Ça permet qu'on a déplacé, redéplacé les arborescences, etc. C'est de refaire finalement une génération des identifiants des différentes unités archivistiques. Et je pense que ça ne paie pas de mine de le faire parce que ça permet finalement qu'on va verser le SIP dans Vitam de conserver l'ordonnancement des unités archivistiques. Parce que quand on déplace, redéplace, etc., on a importé une première arborescence où RICIP a généré des identifiants. Si on a redéplacé toutes les unités archivistiques, les identifiants ne sont plus dans l'ordre. Donc ça sert à ça, cette fonctionnalité-là. Si on ne veut pas remettre la pagaille une fois que le paquet d'archives est versé dans Vitam, par exemple. Alors, il y a une fonctionnalité qui n'est pas présente parce que je pense que Alice n'a pas chargé la version 2.5 de RICIP. Vous C'est auriez… tout à fait ça, Marion. Ouais, voilà, je dis tout de suite, c'est une mauvaise élève. Du coup, il manque une petite fonctionnalité qui est nouvelle, qui permet de vérifier que la date de fin est bien postérieure à la date de début dans les métadonnées descriptives. C'est assez important de vérifier ça, surtout si vous avez importé dans RICIP quelque chose qui provient d'Archifiltre. Je vous ai parlé tout à l'heure d'import CSV. Archifiltre permet d'exporter du CSV et les ministères sociaux réimportent leur fichier CSV dans RICIP pour enrichir notamment l'entête et rajouter des règles de gestion. Et de temps à autre, il peut y avoir des petites scories parce que dans le CSV qui est importé d'Archifiltre, il me semble qu'il y a de générer des dates de début et des dates de fin. Donc ça peut être important de le vérifier parce que pareil, si vous ne le faites pas, c'est appuyer sur un bouton.
corriger le cas échéant. Si c'est pas fait en amont dans RECIP, dans Vitam, il y a une petite étape de contrôle dans le processus d'entrée qui vous dit, qui va vous dire non, je ne prends pas en charge ton SIP parce que justement tes dates de fin sont antérieures à tes dates de début et ça va pas du tout. Voilà pour la petite histoire pour les utilisateurs d'Archifiltre. Alors, on va passer sur la partie d'export, sauf s'il y a des questions. Il y a des questions, Mélanie? On ne fait pas voir le manifeste? Ah, alors... si, on peut voir le manifeste aussi, en cliquant sur voir le manifeste. Donc là, attention aux yeux, c'est du XML. Voilà. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, si on n'a pas d'outils, il faut remplir ça manuellement, quoi. Donc, c'est un mot de chose. Et en sachant que c'est quand même utile. Et en sachant que sur le CEDA 2.x, 2.1 ou 2.0, on n'est plus sur de l'arborescence comme on peut la connaître en EAD, hein. Donc c'est c'est un peu plus difficile à faire à la main. Croyez-moi mon expérience, parce que moi j'ai commencé par en faire à la main. C'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas forcément sur une arborescence d'information. Non, mais ça permet de voir que là, au niveau de l'entête, c'est bien celui qu'on a modifié tout à l'heure quand même. Ça permet de réaliser les choses. Ok. Alors, tu voulais faire l'export. Dans les questions, il y a une personne qui s'interroge sur la métadonnée DUC en disant, elle se dit qu'elle a vu DUC et elle voulait savoir comment la faire apparaître. En cliquant là, voilà, comme vous le montre Alice. Donc du coup, en CEDA 2, on a la DUC, on a la communicabilité, la réutilisation, la diffusion, et bientôt on aura le gel aussi. Du coup, ça apparaît tout simplement en sélectionnant la règle DUC. Et après, c'est toujours la même chose. 3 petits points à côté de 3 petits points. À chaque fois, 3 petits points. Vous pouvez la nommer, date de début et action finale. Voilà, exactement. 3 petits points, c'est je recherche des métadonnées à rajouter. Le moins, c'est je supprime, et plus, je rajoute. Pour les unités d'archiviste, on est sur un emboîtement en XML en fait. Donc descriptif, on est sur les métadonnées descriptives liées à l'unité archivistique. Et gestion, on est sur les règles de gestion en fait. Donc on est sur 2 niveaux. En sachant qu'après, on pourrait très bien avoir des sous-niveaux dans des métadonnées qui sont en dessous de descriptif. Par exemple, je brode un petit peu, j'en profite. Donc, si sur descriptif, tu cliques sur 3 petits points et sur mots-clés, par exemple, mots-clés, voilà, on voit qu'on peut rajouter des informations en plus de la valeur, en fait. Par exemple, le type. Vas-y, clique sur type. On peut rajouter, sélectionner un type particulier. Par exemple, GeoGname, voilà, et en valeur mettre Paris, par exemple, parce que l'usine de bonbons se trouve à Paris. Donc, vous voyez que mot-clé va avoir des sous-éléments parce qu'on a 3 petits points à ce niveau-là, contrairement à, par exemple, description qui attend une valeur directement. Voilà. Dans les questions, c'est encore 2 questions un peu. Alors, il y en a une dernière sur les messageries. Est-ce que RECIP convertit le format des mails importés avant de générer le SIP? Et si oui, en quel format? Alors, RECIP, en fait, va extraire la messagerie. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la messagerie. Alors, déjà, il va convertir les messages à minima en XML. Parce que donc un message va correspondre à une unité d'archive avec pas l'ensemble des informations, mais au moins un niveau de description, un titre et il me semble une description un petit peu tronquée avec les destinataires, il me semble. Ensuite, si on le souhaite, c'est paramétrable. On peut aussi avoir le message joint à l'unité d'archive sous forme .eml. Du coup, exit le .pst ou le .mbox. On sera sur une extraction où on va pouvoir exporter du XML, et éventuellement en pièce jointe des fichiers .eml. Ça, c'est facultatif. Et ensuite, les pièces jointes vont rester telles quelles. Ok. Et donc, il y avait alors 2 autres questions qui sont un peu aussi dans le même domaine. Est-ce que RECIP est utile si on n'a pas encore de SAE? Et l'autre, par rapport aux doublons, est-ce que RECIP permet réellement de faire du ménage par rapport aux services qui font des cleaning day ou autres, c'est-à-dire supprimer définitivement un fichier, puisque tu montrais tout à l'heure que tu as fusionné en gardant le lien. Donc,
Oui, non, on a fusionné, mais justement, par exemple, on avait 2 fichiers numériques à 2 endroits différents. En fait, on va conserver qu'un seul fichier numérique et en fait, on va garder un lien parce que le fichier se trouvait à un autre endroit. Il était référencé par un autre niveau de description. Du coup, on va juste dire dans l'autre niveau de description, ben, tu étais associé aussi, enfin, le fichier numérique initial se trouve est rangé à un seul endroit. Hmm. Oui, ça on avait vu. Enfin, ça permet aussi. Parfois, le fait qu'il y ait un doublon a une signification. Si on met un dossier, un Exactement. document dans 2 dossiers, c'est pour ça que vous gardez le lien. Et donc sur l'autre, bah, est-ce qu'on peut utiliser Recip? Bah oui, ça permet de pré-traiter des archives Bah, en déjà, en attendant voyant d'avoir les statistiques, Mm. Oui, déjà, les voilà. statistiques permettent de rendre compte un petit peu de ce qu'il y a et de se rendre compte de, voilà, j'ai tant de fichiers, si le poids minimum, il est à 0 quasiment, enfin oui, c'est ce que disait Marion tout à l'heure, ça donne déjà quand même de grosses indications. Et puis après, vraiment, enfin, moi, j'ai commencé à l'utiliser surtout sur du cleaning day, justement, enfin, cleaning ordinateur uniquement même. Traiter les doublons, traiter les inutiles, moi, je me disais, bah voilà, j'ai eu quand même parfois des collègues où les dossiers s'appelaient Excel 01 ou je sais plus comment ça s'appelle, et il y avait rien dedans. Donc déjà là, ça permet de se rendre compte. On est loin de l'usage vers le manifeste et le SAE, hein, quand je l'utilisais comme ça, mais oui, oui, il y a un usage pour ça. Alors, Ok. Et après, il y a une personne qui dit qu'elle n'arrive pas à télécharger Recip, mais bon, ça, c'est peut-être plutôt un sujet ouais. à voir ultérieurement, enfin, comme on a l'adresse mail des gens. Donc voilà, pas d'autres questions. D'accord. Donc du coup, je vais un petit peu poursuivre. En effet, on va, parce que je vois que l'heure tourne. Donc en cliquant Ouais. sur le bouton export, on a la possibilité d'exporter sous différentes formes en fait son arborescence. Donc si c'est en vue d'importer quelque chose, un paquet d'archives dans Vitam ou un autre SAE qui gère du CEDA 2.1, on va exporter le SIP sous sa forme CEDA, donc sous une forme zippée qui va contenir un manifeste.xml plus un répertoire content avec les fichiers numériques. Donc ça, très bien, Alice le fait. Tu vas y arriver. Voilà, on voit que ah, tu as un accès refusé. Tu as essayé de l'importer où? Je ne sais pas, je vais refaire alors. J'étais pas au même endroit. Mais ça devrait aller On va pourtant. le faire comme ça. Là, Là, c'est c'est bon. bon. Donc là, on voit que le chargement s'est effectué, on nous donne le temps et l'heure, etc. Et du coup, je pense que, je ne sais pas si tu as Oxygène, si tu le montres un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, sinon, je vais vous parler un petit peu des autres possibilités d'export. Hop. Voilà. Donc le On a là. manifeste.xml Vas-y. et le répertoire content, donc qui contient les fichiers. Donc ça, c'est les attendus de Vitam en fait. Et dans le manifeste.xml, donc du coup, on a le message archive transfer attendu par conforme au CEDA 2.1. Voilà. Du coup, on peut aussi exporter sous d'autres formes l'arborescence. Si on veut exporter juste le manifeste.xml, c'est possible. Oui, c'est bon, Alice. Hein. Je vais juste commenter. On peut aussi exporter la hiérarchie sur disque. Alors, la hiérarchie sur disque, c'est refaire un export d'arborescence bureautique. Et les niveaux de description tels qu'ils apparaissent là, en fait, seront extraits, c'est un peu compliqué à expliquer, sous forme de fichiers XML. Donc ça, c'est un peu du technique. En sachant qu'on peut très bien la réimporter également après dans Recip. Ce qui est assez intéressant, c'est la hiérarchie simplifiée sur disque ou en zip, donc les deux items suivants, où finalement on va pouvoir exporter l'arborescence bureautique, donc zippée ou non, et surtout les informations dans les unités archivistiques et les liens hiérarchiques entre les unités archivistiques vont être formalisés dans un fichier CSV. Donc, le CSV, c'est un format tableur. C'est très intéressant de le récupérer sous cette forme-là si on a besoin, à un moment donné, de rechercher, de fournir sous forme tabulaire à un service producteur, non pas le manifeste.xml, mais finalement les informations qu'il nous a versées sous forme tabulaire. Donc, je vous le signale, c'est une fonctionnalité qui est assez importante, intéressante. Et si on le souhaite justement, donc là, CSV avec la hiérarchie simplifiée, c'est avec les fichiers associés.
Et le dernier item, exporter le CSV de métadonnées, c'est simplement les informations descriptives. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous montrer. Je crois que j'ai oublié de parler au niveau des métadonnées techniques. On peut télécharger ou changer le fichier numérique. Donc, je vous fais un peu dans le désordre. C'est bon, Alice, tu es là. Si tu vas juste dans groupe d'objets, on a la possibilité, en bas à droite, on a la possibilité de télécharger pour consultation le fichier numérique. Tu y étais là sur Data Object Group. Ouais, mais alors je vois mal mon bas d'écran, c'est pour ça. Je ne vois même Bon, pas bah, du tout. Hop, attends, je vais. Voilà. Voilà. Hop. donc là, Tu soit voulais on que est j'aille sur... où, pardon? Non, mais là, ici, c'est très bien. Donc là, soit on est sur une unité archivistique pour laquelle on veut rajouter un fichier numérique. On peut cliquer sur ajouter un groupe d'objets. Donc ça, on vous le montre juste, voilà. Et puis après, trois petits points, objet numérique. Donc clique sur numérique si tu le vois, voilà. Et après, au niveau de numérique TBD, donc tu as le moins, le plus, les trois petits points, et tu as une espèce de petite, voilà, voilà. Ici, tu cliques dessus, changer le fichier associé. Il me semble qu'en cliquant dessus, tu peux mettre un petit fichier, un fichier que tu as dans ton bureau, j'imagine, si tu en as. Un fichier 2, quoi? Tu veux n'importe quoi? N'importe quoi, oui, vas-y. Ok, alors on va mettre n'importe quoi. Je vais quand même aller chercher un truc. Voilà, un point JPEG. Et là, on voit que on a eu une identification et un calcul d'empreinte automatique. Et bien sûr, on sauve le groupe d'objets. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Mélanie. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des fonctionnalités. Alors, il y a des questions. Tac, 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 tac. Donc, par rapport au doublon, est-ce que le lien, on peut le supprimer ou est-ce qu'il est obligatoire? Le lien vers le dossier d'origine qu'on a évoqué tout à l'heure. Non, après vous pouvez le supprimer. En fait, le lien, c'est comment dire? Il me semble que c'est un lien virtuel en fait. Donc, il est géré dans les métadonnées. Alors là, ça va être difficile de vous montrer comment c'est fait. Remarque sur filière comptée, on va peut-être aller sur filière comptée. En fait, il suffira de supprimer la référence, le lien qui fait référence dans l'unité archivistique. Donc, filière comptée. Comment on peut le retrouver ça? Par contre, je n'avais pas prévu la question. Parce que Data Object Group ID est référencé dans une autre unité archivistique. Donc, il faudrait retrouver là où c'est référencé. En fait, il suffit de supprimer, je pense, le groupe d'objets techniques, je pense, ou l'unité archivistique. Il y a une information, une métadonnée qu'il faut supprimer, en fait. En tout cas, RICIP ne vous le fait pas automatiquement. C'est à vous de le faire après, derrière. C'est une métadonnée qui a supprimé. Ok. À quoi sert le CSV de métadonnées? Alors, le CSV de métadonnées, c'est du confort en fait. C'est si vous avez besoin, en plus d'avoir un manifeste.xml, si vous voulez finalement générer un bordereau, par exemple tout simplement un bordereau de versement, plutôt que de vous retrouver les informations qu'il vous faut dans l'export XML. Ça vous permet finalement, après peut-être en retravaillant le CSV, de récupérer une liste d'archives associées à votre bordereau sous forme bureautique, tout simplement. Après, ça peut être du confort aussi pour de la consultation, un peu comme si c'était un instrument de recherche. Je sais que c'est fourni quand on fait de l'extraction de messagerie. On fournit un export en CSV de la messagerie. Donc les messageries qui contiennent 100 000 messages ou des trucs comme ça, c'est une autre manière de restituer la vision des messages. Après, c'est du confort, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ensuite, il y a deux questions donc, en lien avec Archifiltre. Donc la première, par rapport à Archifiltre, aucune action directe est réalisée sur l'arborescence, point d'interrogation. Si oui, comment le réaliser concrètement? Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. C'est on a exporté quelque chose d'Archifiltre et on l'a réimporté dans Recip, c'est ça? Ben, je Non, sais c'est pas. savoir si. Moi, je pense que c'est plutôt là, on fait une analyse d'un dossier issu de notre serveur. On a dit qu'on ne modifiait pas directement. C'est comment le remettre sur le serveur. C'était ça ou pas? Enfin, oui, la personne peut pas. Non, non, c'est C'est pas ça.
Je vois pas les Non, non, questions. mais en fait, je pense que enfin, moi, la réponse que je ferais, c'est, en fait, on voit qu'on a importé un ensemble de fichiers, et si la Recip fait bien, de façon très pratique, la fusion des dossiers si on les fusionne, le déplacement des dossiers si on les déplace. Enfin, pour moi, La réalisation concrète sur ton de serveur. l'action sur l'arborescence, elle est bien réalisée dans Recip. Oui, c'est ça, parce que quand on exporte, là, on a exporté les modifications, donc Alice a supprimé des niveaux, etc. En fait, dans l'export, on les a plus. Après, c'est comme dans Archifiltre, la messagerie originelle, elle est Elle existe conservée. toujours, il Voilà, faudra la corriger. il faut bien sûr la purger, parce que ça, c'est pas fait automatiquement. Mm. Mais c'est vrai que contrairement à Archifiltre, les modifications, on n'a pas besoin de recharger systématiquement l'arborescence en fait, parce que le dédoublonnage ou les suppressions, elles sont systématiques en fait, elles sont automatisées dans Recip en fait. On n'a pas besoin de recharger l'arborescence en fait. Parce que je sais qu'Archifiltre, ça nécessite, si on retouche à la messagerie, il faut recharger dans Archifiltre pour vérifier la conséquence visuelle de ce qu'on a fait. Dans Recip, en fait, on peut le voir si on supprime ou si on déplace quelque chose, on le voit visuellement. Donc là, pour être très concret, ce qu'on vous a présenté là, c'est bien ce qu'on fait dans une salle de tri numérique. Enfin, vous avez, alors certes, par contre, on fait un doublon puisqu'on importe dans Recip, mais toutes les modifications qu'on fait, c'est du traitement en direct sur les archives et qu'on va en fait ensuite conditionner pour faire un SIP et qu'on va pouvoir importer dans le SAE, quoi. Donc la deuxième question en lien avec Archifiltre, c'est de dire que les algorithmes de calcul d'empreinte de Recip et d'Archifiltre sont différents et est-ce que c'est un problème? On fait pas dans Recip, je pense qu'on recalcule les empreintes en fait. Je crois que l'export d'Archifiltre qui est autorisé par Recip, en fait, on ne récupère pas l'empreinte en fait des fichiers, il me semble On en pas. fait une nouvelle. Il y en a une nouvelle qui est générée. Il y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de contrôle de conformité par rapport à, de conformité, excusez-moi, entre l'empreinte récupérée d'Archifiltre et celle qui est enfin, auto-incrémentée par Recip. Et donc, il y a une remarque en disant sur la précédente version, on était capable de cibler les dossiers, enfin, les data objects ou items qui étaient à éliminer. Alors, pas dans Recip, hein. Enfin, je suis pas sûre que ce soit dans Recip. Dans chercher les unités archivistiques. Oui, alors sinon, il faudra me dire comment. C'est dans Archifiltre, en fait. Ah, On a vu ça la semaine dernière dans Un Archifiltre. usage pas vu. Mais oui, non, ce qu'on a ouais, je pense que peut-être que dans l'export Archifiltre, dans Archifiltre, il rajoute des tags à éliminer. Oui, oui, on a vu Euh, ça la semaine dernière. Oui, tout à fait. Dans Archifiltre, on a vu la semaine dernière que tu pouvais taguer les archives à éliminer, mais en sachant que l'équipe Archifiltre déconseille de faire directement la suppression sur les archives d'origine. ouais, peut-être qu'avec la recherche d'archives dans Recip, on peut retrouver, enfin, faire une recherche sur les archives taguées à éliminer. J'en suis pas sûre, j'ai mis un doute quand même. Et après, on peut les supprimer les unes à la suite des autres. Ça me laisse un peu perplexe de le faire dans Recip, mais pourquoi pas, si c'est faisable, je suis pas sûre, hein. Et donc la dernière question elle était, puisque tu as parlé des versions de Recip en disant que Alice n'avait pas téléchargé la dernière version. La C'est question ça, mais elle est sortie il n'y a pas longtemps, c'était pas prévu. est-ce qu'il faut Je vais le faire tout de télécharger suite. Recip à chaque montée de version ou est-ce qu'on peut faire des mises à jour? Non, c'est un téléchargement en fait à chaque fois. Ouais, parce que c'est un exécutable en Plus fait, donc simple. à chaque fois il faut télécharger des IP, le répertoire. Après, c'est des comment dire? Là, c'est des évolutions mineures. Donc là, il y a juste une fonctionnalité. Moi, je le vois à l'œil nu. Mais si on n'en a pas besoin, si la version qu'on utilise de Recip suffit, c'est amplement suffisant. Là où on peut se poser la question, c'est quand il y a quelques bugs résiduels. Mais là, c'est juste pour la fonctionnalité supplémentaire que permet Recip, hein. Mais, Donc là, il n'y a plus d'autres questions et il est 15h27. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à présenter. Il faudrait qu'on aille vers Euh, la conclusion, je pense. non, 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 dans le support qu'on mettra à disposition, on met bien les liens avec et la documentation qui, comme Vitam sait très bien le faire, fait 200 pages et
fait la liste de tout ce qu'il faut voir. Ça doit être la dernière version, Marion, qu'on a bien mis en lien, sinon je corrigerai. Non, non, Le c'est ça. 5.0 et la documentation est là, donc on mettra ça à disposition. Ok, et donc alors il y avait une question qu'on avait sautée tout à l'heure. Recip et Octave font-ils sensiblement la même chose ou ont-ils des fonctionnalités complémentaires qui les rendent intéressants à appréhender tous les deux ensemble et pas seulement un seul? Alors, il y a un espèce de tableau comparatif qui est présent sur un des billets du blog du SIAF. Donc, je ne sais pas si tu as mis le lien, Alice, mais Je suis pas sûre. vous Il invite était, il était dans on l'avait mis dans l'invitation à l'origine, je Ouais. crois, dans l'invitation aux 3 webinaires. Moi, ce que je vois, et merci pour la question, c'est que Recip est plus permissif. Donc, pour l'enrichissement de métadonnées, Octave est un peu plus restrictif. Parce que la liste qu'il propose en termes de métadonnées, il y a une limitation, alors pour le peu que je connais l'outil, à une dizaine de métadonnées. Ce que fait pas Recip, et là, si vous choisissez, ça peut avoir un intérêt pour vous. Recip, on fait plein de modifications, ce n'est pas journalisé. Donc on peut faire du nettoyage, on l'a vu, on peut déplacer, etc. Si vous avez besoin de tracer l'ensemble des opérations à faire sur l'arborescence bureautique, Recip ne le fait pas. Donc soit vous les notez à la main de manière après à les fournir au service producteur si tant est que vous avez besoin d'avoir toute cette traçabilité-là. Sinon, ça peut être un argument en faveur d'Octave qui, lui, me semble, journalise la moindre action. Après, c'est une question ergonomique en termes d'outillage. Je ne sais pas si Mélanie, tu veux rajouter quelque chose. Bah, juste que, en effet, enfin, Recip était aussi prévu à l'origine pour faire de gros paquets pour rentrer dans Vitam. Donc l'intérêt, c'était, bah, comme tu le montrais, d'apporter des métadonnées de gestion dans l'arborescence qui vont se répercuter sur toutes les unités. Tout à l'heure, enfin, c'est une sorte de modification en masse, mais pas à chaque archive, mais bien par l'héritage. Donc je pense que c'est un peu ça qui distingue Recip des autres. Et le deuxième point, je dirais, ça nous permet de faire un teasing pour la semaine prochaine et de dire aux gens que s'ils veulent vraiment savoir, il va falloir venir assister au prochain webinaire mardi prochain sur Octave. Et ça pourrait servir de conclusion. Donc merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation qui était très complète et très pratique, parce qu'on a pu voir quand même à quoi ça... on n'a pas eu le choix là. Merci parce que c'était voilà, ça devait être un peu plus fluide normalement. C'est pas grave, on apprend. Mais non, ça s'est pas vu. Merci beaucoup, Alice. Non, mais après, le but, c'est de montrer comment on s'en sert dans un usage basique aussi. On voit qu'on peut aller sur des choses très complexes avec beaucoup de règles de gestion et de liens vers les référentiels ou quelque chose de plus simple. Après, ça dépend de l'usage qu'on veut faire aussi dans son SAE des archives. Si on veut gérer facilement en masse la communicabilité, les règles de gestion, en effet, c'est une étape qu'on peut difficilement s'épargner quand on prépare les archives avant versement, quoi. Donc Merci voilà, à tous. merci beaucoup Alice et Marion pour la présentation et merci Katia donc du groupe 1 pour cette organisation. Oui. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci aux participants aussi pour leurs questions et leur présence. Donc merci à tous et à la semaine prochaine.